Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, bonjour. Bonjour, très bien. Bon, je m'excuse pour le retard. J'avais un problème technique, donc on vient de le régler. Et aujourd'hui, c'est ma première séance avec vous. J'avais beaucoup de problèmes à régler pour commencer ces séances. Mais c'est pas grave, on peut se rattraper par la suite. D'accord? Je me présente. Je m'appelle Younes Nadia, professeure au département de biologie. Je suis chargée de vous donner la deuxième partie de ce cours d'écologie générale. D'accord? Dans cette deuxième partie de ce cours, euh, elle va concerner le fonctionnement des écosystèmes, la pollution et ses applications écologiques. Alors, je suis responsable aussi du module, ça veut dire que je suis coordonnatrice du module. Si vous avez besoin de quelque chose, on reste toujours en contact. Comme vous le savez, ce module, il est dispensé sous forme de cours TD et sous forme de travaux pratiques. Alors, pour le cours et les TD, ça va être à distance, d'accord, en distanciel. Les TD, vous n'avez que 2 séances de TD. Donc, la première séance, vous l'avez déjà faite cette semaine. Et il vous reste une autre séance qu'on va faire plus tard, suivant l'avancement du cours. Donc, quand on aura vu tout, ou presque tout, sur la partie du cours et sur laquelle on va travailler les TD, on va lancer les TD et vous serez avisés, Inch'Allah. Pour les TD, je ne vais pas vous dire que vous devez y assister parce que ils vont faire partie aussi des examens. Donc, les examens, ça concerne le cours, les TD, tout ce qu'on vous enseigne dans ce module. Donc, ils sont aussi importants que le cours. Hein. Donc, et pour les étudiants qui donnent des réponses, c'est-à-dire qui envoient les réponses des séries qu'on leur envoie, ils ont un bonus. Ça, vous le connaissez déjà. Donc, cette façon de travailler, ça vous aidera aussi à bien comprendre le TD avant de venir le faire. Donc, vous n'êtes pas des récepteurs. Vous devez agir avec vos enseignants. Donc, il doit y avoir une interaction enseignant et étudiant. C'est pour ça que vous devez travailler chez vous. Et on a fait cette option pour vous inciter à travailler. Alors ça, c'est en ce qui concerne l'organisation de ce module. Pour les TP, on va attendre. Est-ce qu'on nous autorisera à venir faire les TP à la fac? Mais en même temps, on vous a préparé une activité que vous allez faire chez vous et cette activité, elle sera notée. Donc cette activité, on va la lancer, Inch'Allah, cette semaine ou la semaine prochaine au plus tard. Donc il y a une petite activité que tout le monde peut réaliser, elle est facile à faire. On va vous envoyer des vidéos pour les réaliser, etc. Et vous devez répondre aux questions ou bien vous devez rendre un compte rendu de cette activité que vous allez faire chez vous. Le but de cette activité aussi, c'est de vous initier à faire le TP par la suite si Inch'Allah, on donnera l'accès à la fac. D'accord? Alors, avant de commencer le cours, je vais vous dire que je suis là pour vous aider dans la mesure du possible. D'accord? Donc, vous avez des problèmes, vous n'avez qu'à m'écrire. Très bien. Alors, on va passer au cours, Inch'Allah. Je vais arrêter la caméra. Je ne vais pas en avoir besoin pour faire ce cours. Et je vais passer au diaporama. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, madame. C'est bon? Très bien. Bon, alors, comme je vous l'ai dit, cette deuxième partie du cours, ça va concerner le fonctionnement des écosystèmes, d'accord? Et on va étudier également la pollution et ses applications écologiques.
Donc, j'ai oublié de vous dire que je vous ai préparé un polycopier que j'avais envoyé au service de copie. Donc, pour les gens qui habitent à côté, ils peuvent venir chercher le polycope, d'accord? Mais je ne veux pas que vous couriez le risque d'être contaminé par le Covid-19. Et pour les autres, je vais déposer le fichier sur la plateforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fichier, il n'est pas complet. Donc, le cours que j'ai mis, que je vais vous mettre sur la plateforme, il n'est pas complet. Donc, il y a le cours pour le compléter. D'accord? Et c'est plus facile, je vous le dis d'avance, c'est plus facile de suivre le cours et parce que je peux dire des choses en plus qui ne sont pas dans le polycopier de cours. D'accord? Donc, pour commencer, euh, sur le, sur le polycopier, oui. Donc, avant que je passe au plan, je vais vous passer les références bibliographiques. Donc, voilà les références bibliographiques que j'ai utilisées pour préparer ce cours et vous allez les trouver dans le polycopier. Donc, j'ai utilisé des références de différents auteurs, tels que François Ramaz, 3 références, 2 sur l'écologie, écologie appliquée et écologie fondamentale, 1 sur l'écotoxicologie. J'ai utilisé le livre de Roger Dajos, de Barou, etc. Et donc, ce sont de très intéressantes, elles sont très intéressantes et elles vous aideront à approfondir vos connaissances. En ce qui concerne le plan du cours, donc le cours est divisé en 2 grandes parties ou grands chapitres. Vous avez le premier chapitre qui va étudier le fonctionnement des écosystèmes. Donc, on va voir dans ce chapitre l'organisation trophique d'un écosystème. Qu'est-ce que c'est que la biomasse, qu'est-ce que c'est la productivité, les différents types de productivité. On va étudier également le flux d'énergie et de la matière. On va étudier les pyramides écologiques et les grands cycles et quelques. Donc, les principaux cycles biogéochimiques. Le deuxième chapitre va traiter la pollution et ses implications écologiques. Donc, on va voir quelques définitions, les sources de pollution, les différents types de polluants, leur dispersion dans l'environnement et le devenir des polluants dans l'environnement. Donc, avant de commencer, vous devez savoir qu'est-ce que sont des écosystèmes et pourquoi on étudie le fonctionnement des écosystèmes. Alors, le fonctionnement des écosystèmes, il est défini comme un ensemble de processus, d'accord, qui lient la circulation de la matière et la circulation de l'énergie. Donc, ces processus, c'est quoi? C'est les apports, c'est les transferts de matière, c'est les transferts d'énergie, c'est la productivité, c'est le recyclage de la matière, c'est les pertes de matière, les pertes d'énergie, etc. Donc, ça, c'est le fonctionnement. Et pourquoi on étudie le fonctionnement des écosystèmes? C'est parce que c'est très important, ça nous permet d'avoir des connaissances, de connaître comment fonctionne cet écosystème pour pouvoir utiliser les ressources naturelles de façon rentable et de façon la Terre est ressources naturelles, mais ces ressources naturelles, elles ne sont pas inépuisables. Ce sont des ressources qu'on puisse tous les jours, qu'on utilise tous les jours, et si on continue à les utiliser à outrance, on peut arriver à leur épuisement. Alors qu'il faut utiliser ces ressources, donc on ne peut pas arrêter d'utiliser ces ressources naturelles, c'est tout à fait naturel d'utiliser les ressources qui se trouvent sur la Terre, mais il faut les utiliser de façon rationnelle, de façon rentable et de façon durable. Il faut même penser aux générations futures et il faut les utiliser de façon rationnelle et durable. Ça permet aussi par exemple, des notions que vous allez avoir dans cette partie de cours, ça vous permettra, par exemple, de savoir comment gérer un écosystème aquatique, d'accord? Comment exploiter les ressources naturelles d'un océan, c'est-à-dire la productivité d'un océan sans
arriver à la disparition des organismes vivants dans cet océan. D'accord? Ça vous permet d'utiliser les ressources d'une forêt sans détruire ces forêts, etc. L'homme, il doit exploiter les ressources naturelles, mais ne pas nuire à ces ressources et ne pas épuiser ces ressources. Parce que ces ressources ne sont pas illimitées. D'accord? Et le moteur fonctionnel de notre écosystème, c'est le soleil. La seule qui existe à volonté et en continu, c'est le soleil. D'accord? Toutes les ressources sur Terre sont des ressources qui peuvent être recyclées, mais qu'il faut gérer rationnel. Le système aux activités anthropiques, ça veut dire aux activités humaines. Donc, toutes nos activités génèrent des pollutions. Et c'est principalement les activités humaines qui gèrent des pollutions qui sont dangereuses pour notre environnement et qui peuvent entraîner des perturbations de nos écosystèmes. D'accord? Donc, ces perturbations, parmi les perturbations, elles sont très diverses et je peux citer un exemple, par exemple, impact sur la biodiversité. Il y a certaines espèces qui sont devenues très vulnérables, qui sont en voie d'extinction, etc. Et donc, ces espèces, il faut les protéger. D'autres espèces, elles ont été éteintes avant qu'on puisse les connaître. Donc, l'activité humaine, elle gère beaucoup de pollution. Et c'est pour ça que dans le deuxième chapitre, nous allons étudier la pollution. Qu'est-ce que c'est que cette pollution? Les origines de pollution, leur implication, c'est-à-dire les impacts qu'elles peuvent avoir sur notre environnement. Donc, pour commencer, on va voir en petit 1, ou en grand 1 plutôt, l'organisation trophique d'un écosystème. Et dans cette organisation, oui. Madame, je m'excuse, on ne voit pas le cours. Oui. L'écran est bloqué sur le premier diapo. D'accord, attendez. Je vais, parce que moi, j'ai mis sur diaporama le cours. Ici, vous ne voyez rien. Maintenant, c'est bon. On voit le plan du cours. Madame, et aussi, vous avez un problème au niveau de votre micro. Est-ce que vous voyez le cours maintenant? Oui, madame. Oui, maintenant, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon. Je vais mettre en forme diaporama, d'accord? Est-ce que vous voyez là le cours? Hein? Oui. Oui, madame, oui. Ça va. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Cela reste sur la première page. Bon, donc, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'on va étudier l'organisation trophique d'un écosystème. Et dans cette organisation, on va parler de la notion de chaîne trophique et du niveau trophique. Je sais que ce sont des notions que vous avez déjà vues au deuxième cycle, d'accord? C'est-à-dire soit en sixième année ou première année de bac ou deuxième année de bac. Vous avez étudié ça. Donc, on va faire quelques petits rappels, d'accord? Et il y aura sûrement des notions que vous n'avez pas encore vues. Alors, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette présentation? Qu'est-ce qu'on voit? On voit une chaîne trophique. D'accord? Vous avez ici une chaîne trophique. Et à partir de cette représentation, on peut tirer la définition de la chaîne trophique. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne trophique? Donc, le mot trophique, ça vient du mot grec trophée. Ça veut dire se nourrir. Donc, une chaîne trophique, c'est quoi? Une suite d'êtres vivants, d'accord? Une suite d'êtres vivants dans laquelle les uns et les autres, donc les animaux de cette chaîne, donc, vont se nourrir des organismes vivants qui les précèdent dans la chaîne avant d'être mangés par ceux qui les suivent dans la chaîne. Par exemple, dans cette chaîne, où elle m'a mangé une partie de la plante avant d'être mangée par la maison, par exemple. Chaîne trophique ou chaîne alimentaire, la même chose. Donc, qu'est-ce qui lie les animaux ou bien les organismes vivants dans une chaîne trophique? C'est oui.
Madame, on ne voit pas la chaîne. Moi, je vous entends. C'est pas possible. Est-ce que vous voyez les titres? Vous voyez les titres, mais pas la chaîne. Ici, vous voyez les chaînes. Non, Non, l'écran pas du est tout, bloqué madame. cette fois sur le chapitre 1, fonctionnement des écosystèmes. Je vais défiler. Qu'est-ce que vous voyez là? On voit Juste le chapitre 1, l'introduction. fonctionnement des écosystèmes. Maintenant, c'est bon. C'est tout. Mais j'aimerais bien laisser ça sous forme de diaporama. Bon, je vais travailler comme ça et on verra. D'accord? Donc, je vais travailler comme ça. Je vais agrandir. Agrandir. Ça va? D'accord. Là, vous voyez la chaîne. Oui, madame, c'est bon. Oui, madame. Bon, je vais essayer comme ça. Hein. Je vais mettre sous forme de diaporama et on verra. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que d'après cette présentation, on peut tirer le nom ou bien la définition de la chaîne. Donc, une chaîne trophique, c'est une succession d'êtres vivants et ces êtres vivants, ils sont reliés par une liaison qui est la liaison trophique, c'est-à-dire la liaison alimentaire, liaison trophique. Donc, dans cette chaîne, les uns mangent les autres. Donc, la sauterelle, elle mange la plante avant d'être mangée par la mésange. Et vous voyez, dans cette chaîne, la flèche qui va de la plante vers le criquet, l'autre flèche qui va du criquet vers la mésange, et ainsi de suite. Le sens de la flèche, il est important et il a une signification. Ça veut dire que « et mangez pas ». Donc, je ne peux pas changer le sens de la flèche et mettre la tête de la flèche vers la plante. Donc, ça a un sens unique de la plante vers le criquet. Ça veut dire « mangez pas ». Alors, donc, ici, vous avez deux chaînes alimentaires ou bien deux chaînes trophiques. L'une est une chaîne trophique en milieu terrestre et une chaîne trophique en milieu marin. Donc, chaîne trophique terrestre, chaîne trophique alimentaire. Si je vous demande d'observer ces deux chaînes, et qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces deux chaînes? Ils ont en commun le premier maillon de la chaîne. Le premier maillon de la chaîne des deux chaînes, ce sont des producteurs primaires. Donc, au niveau du milieu terrestre, c'est des végétaux, donc c'est des végétaux chlorophylliens. Et au milieu aquatique, marin, c'est du phytoplancton, c'est-à-dire des algues planctoniques qui sont capables de réaliser la photosynthèse. Donc, à la base des chaînes, il faut savoir qu'on a toujours des producteurs primaires. Et après les producteurs primaires, on a des consommateurs. Donc, les premiers consommateurs dans la chaîne, ce sont des herbivores. Mais les deuxième, troisième et quatrième consommateurs, soit en milieu marin ou en milieu terrestre, ce sont des consommateurs des carnivores. D'accord? Donc, consommateurs primaires, c'est des herbivores. D'accord? Consommateurs secondaires, ce sont des carnivores. Donc, on a carnivore d'ordre 1, C1, carnivore d'ordre 2, carnivore d'ordre 3, qui est ici l'aigle. En milieu marin, vous avez le phytoplancton. On peut avoir des algues de grande taille, d'accord? Mais généralement, c'est les microalgues qui sont consommées par le zooplancton. Et donc, on voit dans les chaînes, ce qui est représenté dans les chaînes, c'est les algues microscopiques, qu'on appelle le phytoplancton. Les animaux microscopiques, on les appelle des zooplanktons. Ce sont des zooplanctons qui sont chauffage, ils mangent le phytoplancton. D'accord? Donc, ils sont herbivores. Et donc, les herbivores, ils occupent toujours la deuxième place dans une chaîne trophique. Et par la suite, on a les carnivores, les organismes vivants qui se nourrissent d'autres organismes vivants. D'accord? Et donc, à partir de là, on peut définir qu'est-ce que c'est qu'un niveau trophique. Donc, vous savez, on parle de niveau trophique dans une chaîne. Qu'est-ce que c'est trophique? Donc, un niveau trophique, c'est la position, d'accord, que ce soit un végétal ou herbivore ou carnivore, c'est la position que peut occuper un organisme dans une chaîne
trophique ou des organismes qui ont les mêmes affinités alimentaires dans une chaîne trophique. Parce qu'on peut avoir différents animaux qui sont herbivores, qui se nourrissent sur des végétaux. D'accord? Plusieurs organismes animaux qui sont phytophages, qui se nourrissent sur les végétaux. C'est le zooplancton. D'accord? Donc, le niveau trophique, c'est la position que fait un organisme vivant dans une chaîne trophique. D'accord? Premier niveau trophique, c'est celui qui est toujours occupé par les végétaux, le premier niveau trophique. Le deuxième, par les organismes herbivores ou phytophages, qui se nourrissent de végétaux. D'accord? Et troisième niveau, quatrième, etc., ils sont occupés par des carnivores. Et selon leur position, on peut les trouver en deuxième niveau, troisième niveau, etc. Et si vous contemplez ces chaînes, vous allez trouver sur ce qui est représenté deux catégories d'organismes vivants. Mais en réalité, on a trois catégories d'organismes vivants. On va voir les deux catégories qui sont représentées sur les chaînes qui sont devant vous. Et la troisième catégorie, elle n'est pas représentée, et je vais vous expliquer pourquoi elle n'est pas représentée. Bon, pour la première catégorie, d'accord, c'est les producteurs primaires. Donc, ces catégories, elles sont définies selon leur fonction écologique dans la communauté. D'accord, suivant leur fonction, on leur donne le nom, par exemple, de producteurs pour les autotrophes, producteurs primaires. Alors, les producteurs primaires, on les appelle autotrophes parce que c'est les seuls organismes qui ont la capacité de capter l'énergie solaire et de la faire entrer dans le système. Pourquoi? Parce que ce sont des organismes qui peuvent réaliser la photosynthèse. Ils ont des organites, tels que les chloroplastes, qui leur permettent d'intégrer l'énergie solaire dans le système et de la transformer en énergie chimique. Donc, parmi ces végétaux chlorophylliens, vous avez en milieu terrestre, vous avez les plantes, vous avez les arbres, les plantes vasculaires, et vous avez en milieu marin, vous avez les algues microscopiques et vous avez aussi les algues macroscopiques. D'accord? Donc ça, en ce qui concerne les producteurs primaires qui utilisent l'énergie solaire, d'accord, pour la transformer en énergie chimique. Mais il existe d'autres organismes vivants, d'accord, qui sont à la base des chaînes trophiques dans les grands fonds marins où on n'arrive pas la lumière. Il y a des organismes qui n'utilisent pas l'énergie solaire parce que ceux qui sont dans des milieux où l'énergie solaire n'arrive pas. Et ces chaînes, elles ont comme base des bactéries chimiosynthétiques. Alors, les bactéries chimiosynthétiques peuvent tirer leur énergie en utilisant des produits chimiques et elles se trouvent, ces bactéries chimiosynthétiques, près, par exemple, de sources thermales dans les grands fonds marins. Elles peuvent tirer l'énergie de l'oxydation de certains produits chimiques, tels que, par exemple, le H2S. D'accord? Donc, ce type de chaîne qui ont comme base les bactéries chimiosynthétiques ne seront pas traitées dans ce cours. Donc, on va s'intéresser uniquement aux végétaux chlorophylliens. D'accord? Donc, il existe d'autres producteurs, les grands fonds marins, là où on n'arrive pas à la lumière. Donc, d'après des études et d'après les technologies auxquelles on est arrivé, on a constaté que dans les grands fonds marins où la lumière n'arrive pas, il y a de la vie. Et en faisant des recherches, on a vu que à la base des chaînes trophiques qui se trouvent dans ces milieux, on a des bactéries chimiosynthétiques qui peuvent tirer leur énergie de l'oxydation de certains produits chimiques. Deuxième type ou bien deuxième catégorie d'organismes qu'on peut rencontrer dans les chaînes trophiques selon leur fonction écologique dans la communauté, c'est les consommateurs. Les consommateurs, ce sont des organismes hétérotrophes, des organismes qui tirent leur énergie à partir d'autres organismes vivants. D'accord? Donc, ces organismes, ils dépendent entièrement, bien sûr, des producteurs primaires, parce que s'il n'y avait pas les producteurs primaires, on n'aura pas les herbivores. Donc, ces organismes, ils dépendent entièrement des producteurs primaires, d'accord, qui
sont la seule source d'énergie pour les hétérotrophes. Et donc, souvent, ils dépendent de façon directe, ça veut dire qu'ils consomment directement des producteurs primaires, c'est le cas des herbivores, soit de façon indirecte, et c'est le cas des consommateurs secondaires, c'est-à-dire des carnivores. Consommateurs secondaires, consommateurs tertiaires, etc. Donc, la suite des carnivores. Il existe un autre type de consommateurs, ce sont les parasites. Les parasites, ce sont eux aussi des consommateurs. Et on trouve deux types de parasites, des parasites internes ou des parasites externes. Excusez-moi, je vais voir si je peux régler le problème de projection. Donc, je m'excuse pour faire un taré, je voulais résoudre le problème de diaporama. Donc, on va continuer. Vous êtes toujours là, ça va? Oui, madame. Oui, madame. Donc, s'il y a un problème, vous me le dites. Hein? Alors, et comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les chaînes trophiques, on ne voit pas la troisième catégorie, organismes vivants, mais ils existent et ils sont très importants. Et je vais vous dire pourquoi on ne les voit pas sur les chaînes, parce que vous allez consulter des livres, des documents, vous allez trouver des chaînes trophiques avec les producteurs primaires, producteurs secondaires, et une autre catégorie d'organismes, vous ne la voyez pas. Mais cette catégorie, elle est très importante et elle existe. Ce sont les détritivores et les décomposeurs. Donc, je les ai rajoutés à la chaîne parce que ce sont des organismes qui existent à tous les niveaux. Et donc, pour simplifier les chaînes, on ne les met pas. Parce que si on les met, les chaînes vont être encombrées. Et on va voir pourquoi encore plus par la suite quand on va étudier les réseaux trophiques. Donc, la troisième catégorie d'organismes qui existent dans les chaînes trophiques, ce sont ces organismes, les détritivores et les décomposeurs. Donc, ces organismes, ils ont la capacité, ou bien ils utilisent la matière organique morte pour tirer leur propre énergie et pour assurer leur propre métabolisme, leur croissance et leur reproduction. Et donc, ils se consomment eux aussi, ils se comportent comme eux aussi comme des consommateurs. D'accord? Donc, si on met des chaînes avec tous les détritivores et décomposeurs, on va avoir des flèches partout. Moi, j'ai regroupé les flèches vers ces deux mots, mais je peux faire une flèche pour détritivores, décomposeurs, détritivores et répéter ça plusieurs fois, ce qui va encombrer la chaîne. Donc, uniquement pour simplifier les chaînes, on ne les représente pas. Mais ce sont des organismes qui sont très importants, qui ont un rôle écologique très important, parce que ce sont eux qui assurent le recyclage de la matière organique en la transformant en matière minérale. D'accord? Parce que sans ces organismes-là, on va épuiser nos terres, par exemple. Donc, si vous prenez une terre cultivable et vous n'ajoutez pas d'engrais, vous n'ajoutez pas d'éléments nutritifs, à la longue, vous allez l'épuiser. Donc, ces organismes, qu'est-ce qu'ils font? Ils dégradent toute la matière organique morte et ils la transforment en matière minérale pour la mettre à la disposition, bien sûr, des producteurs primaires. Et le recyclage de cette matière, il se fait en deux étapes. D'abord, les détritivores, ils vont dégrader la matière, ce qu'on appelle le détritus, la matière de grande taille. Ils vont la dégrader, la fragmenter et ils vont la rejeter avec leurs excréments. Et on a plusieurs catégories de détritivores. Donc, l'action de dégradation, elle se fait par les deux types d'organismes. D'abord, les détritivores qui vont dégrader la matière de grande taille et la transformer en matière organique de petite taille.
d'accord, et amorcer la minéralisation, d'accord. Et parmi ces organismes, vous avez les nécrophages. Ils doivent leur nom au fait qu'ils se nourrissent de cadavres d'animaux, d'accord. Ceux qui se nourrissent de cadavres d'animaux dégradent, donc ils rejettent leurs excréments. Et dans leur excrément, ils rejettent de la matière organique dégradée. Vous avez également les coprophages. Les coprophages, eux, ils se nourrissent d'excréments, c'est-à-dire de la bouse, des excréments d'animaux rejetés par les animaux. Et vous avez un troisième type de détritivores, vous avez les saprophages. Sapro, ça veut dire putride, ou éphagène veut dire manger. Donc, ils se nourrissent sur des éléments végétaux et animaux en décomposition. D'accord? Des éléments qui sont en décomposition. Ensuite, les décomposeurs viennent terminer le travail amorcé par les détritivores. Et ils vont transformer la matière minérale dégradée, la matière organique dégradée en matière minérale. Et ces organismes qui réalisent ce travail, ça s'appelle des décomposeurs. Ce sont des micro-organismes, des organismes de très petite taille. C'est des bactéries, c'est des champignons et également des protozoaires. Et la dégradation de la matière organique se fait soit en présence de l'oxygène, soit en absence de l'oxygène. Donc, soit en anaérobiose, on parle de réaction d'oxydation. En aérobiose, on parle de réaction d'oxydation, ou en anaérobiose, et on parle de fermentation. On est toujours dans les chaînes. Il faut savoir qu'il existe différents types de chaînes, et on va ici citer 3 types de chaînes trophiques. Donc, les principaux types de chaînes trophiques. La première chaîne trophique, c'est la chaîne trophique des prédateurs. Donc, c'est une chaîne qui commence toujours par les végétaux, et après, on a les herbivores et les différentes catégories de carnivores, d'accord? Donc, c'est une chaîne qui est généralement, elle part des organismes de petite taille en allant vers les organismes de grande taille, généralement, hein, d'accord? Donc, généralement, on a des végétaux qui sont mangés par des herbivores. Par exemple, la première chaîne que je vous ai représentée avec des végétaux. Ensuite, vous avez le criquet qui est de petite taille. Le criquet, il est mangé par une mésange qui est plus petite, qui est encore plus grande que le criquet. Et la mésange, elle est mangée par un autre oiseau plus grand. Donc, on part des organismes de petite taille vers les organismes de grande taille. Je prends par exemple l'herbe qui est mangée par un herbivore, les antilopes. Les antilopes, ils sont mangés par des lions. Donc, plus on monte dans la chaîne, la taille des organismes devient de plus en plus grande. Deuxième exemple, de chaîne. Dans ce type de chaîne de prédateurs, on peut trouver des chaînes de prédateurs en milieu terrestre, d'accord, ou bien chaînes de prédateurs en milieu aquatique. Donc, 2 autres exemples. Vous avez ici un végétal qui est mangé par le mouton. Le mouton, il est mangé par l'homme. D'accord? On peut trouver le végétal mangé par un lapin. Le lapin, il peut être mangé par un chacal. D'accord? Donc, autre exemple de chaîne. Donc, ici, vous avez une chaîne à 3 niveaux. On peut avoir des chaînes à 4 niveaux. D'accord? Et il faut noter que les chaînes en milieu terrestre ne sont pas très longues. Généralement, les chaînes en milieu terrestre, elles sont de 3 à 4 niveaux. Elles ne sont pas très longues. Donc, on peut rencontrer 4, 5 niveaux ou 6 niveaux. Mais en général, les chaînes en milieu terrestre ne sont pas très longues. Les chaînes en milieu aquatique, elles sont un peu plus longues que les chaînes en milieu terrestre. D'accord? Et on va voir pourquoi les chaînes, elles ne peuvent pas être longues dans les écosystèmes. Un autre exemple de chaîne en milieu aquatique, donc malheureusement, c'est pour ça que je voulais animer, mais je vais enlever ça. D'accord? Alors, ça, j'ai mis des petites photos pour vous montrer les animaux. Donc, cette chaîne, ce tableau, je l'ai tiré du livre de François Ramad. Ce tableau, il nous montre le niveau trophique occupé par les organismes vivants, la fonction écologique de l'organisme, le type d'organisme et l'espèce.
D'accord? Donc, le premier niveau trophique, qu'est-ce que j'ai dit sur les premiers niveaux trophiques? C'est des producteurs primaires. Donc, ici, producteurs primaires. D'accord? Donc, je peux ajouter un primaire. Producteur primaire. Donc, ce producteur primaire, il est consommé par un herbivore. D'accord? Donc, dans la chaîne, on trouve les producteurs primaires. Ensuite, les consommateurs. Tous les niveaux qui viennent par la suite, ce sont des consommateurs. Les premiers consommateurs qui suivent les producteurs primaires, ce sont des herbivores. Et par la suite, tous les autres consommateurs qui viennent par la suite, ce sont des carnivores, parce qu'ils se nourrissent sur d'autres organismes vivants, sur d'autres animaux. Alors, les herbivores, ils sont mangés par des carnivores 1. Les carnivores d'ordre 1, ils sont situés au niveau 3, mais ils sont mangés par des carnivores d'ordre 2. Les carnivores d'ordre 2, ils sont situés au niveau 4, et ainsi de suite. Donc, comme exemple, donc pour les producteurs, le type d'organisme, c'est les phytoplanctons. Les producteurs primaires, c'est du phytoplancton. Ce sont des algues microscopiques. Et comme exemple, vous avez les Chaetoceros, espèce d'algues qui est représentée ici, c'est les Chaetoceros. Ce phytoplancton, il est mangé par du zooplancton. Ce sont des organismes phytophages qui mangent le phytoplancton. Donc, ce zooplancton, exemple de zooplancton qui mange ce type d'algues, vous avez les calanus. Les calanus, ce sont des crustacés de petite taille, d'accord? Vous voyez l'animal là, ce sont des organismes de petite taille et ce sont des copépodes. Ces calanus, ils sont mangés par des poissons de petite taille, des poissons microphages qui mangent des zooplanctons. Ce sont les amodites. Donc, vous savez, le représentant ici devant vous. Ces amodites sont mangés par des poissons plus grands, de taille plus grande, des poissons qui sont macrophages. Comme exemple, vous avez Clupea, c'est le hareng. Et le hareng, cet poisson, il est mangé par un oiseau qui est ichthyophage, un oiseau qui se nourrit sur les poissons. C'est le Phalarohoras, c'est un cormoran. Donc, on dit que le poisson, il est piscivore ou la ichthyophage. Il mange des poissons. Donc, au nom de la chaîne, nous avons un oiseau qui vit en milieu terrestre, mais il se nourrit en milieu aquatique. Donc, ça, c'est une chaîne, exemple de chaîne en milieu aquatique. Troisième type de chaîne qu'on peut rencontrer dans un écosystème, c'est la chaîne des parasites. Donc, la chaîne des parasites, ou bien deuxième type de chaîne, c'est la chaîne des parasites. Cette chaîne, elle est relativement moins longue et cette chaîne est relativement moins longue et elle passe d'organismes de grande taille à des organismes nettement plus petits. Donc, comme exemple, vous avez le sapin, qui est un végétal. Le sapin, il est consommé par la chenille. Chenille, elle est de petite taille par rapport au sapin. La chenille, elle est parasitée par un parasite. Le parasite, il est de petite taille, raconide. Et le parasite, il est parasité par un autre parasite, le Chalcidia. Donc, on a tendance à passer des organismes de plus grande taille aux organismes de petite taille dans les chaînes de parasites. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, madame. Oui, madame. Très bien, merci. Troisième type de chaîne, c'est la chaîne des décomposeurs. Et donc, la chaîne des décomposeurs, c'est une chaîne qui tend vers la simplification parce qu'on dégrade la matière organique en matière minérale, donc on va vers la simplification. Et de la matière organique, on va passer à des organismes de très petite taille qui sont microscopiques, qui sont les bactéries, les champignons, etc. Donc, et dans le nombre, il est très important. Vous savez que le nombre de bactéries, il est très important, il se multiplie rapidement et il assure un rôle écologique très important parce qu'ils remettent à la disposition des producteurs primaires la matière minérale dont ils ont besoin pour assurer la continuité, c'est-à-dire le recyclage de la matière. Et comme je vous l'ai dit, la matière, elle est inépuisable. La matière qui se trouve sur Terre, elle est inépuisable. Donc, le recyclage est très important. Le recyclage de la matière organique est très important. Donc, dans les écosystèmes, on trouve ces trois types de chaînes. D'accord? Mais ces trois types de chaînes qui existent dans les écosystèmes, elles ne sont pas indépendantes.
D'accord? Elles n'existent pas de façon linéaire, comme on l'a vu. Donc, simplement pour simplifier les études, on parle de chaînes linéaires, etc. Mais ces chaînes, elles sont entremêlées entre elles sont enchevêtrées et elles constituent des réseaux trophiques. Donc, vous savez que l'intérêt d'étudier les chaînes, ça nous permet de voir comment se fait le transfert d'énergie à travers les chaînes. Ça nous permet aussi de voir comment se fait la circulation de la matière. Ça nous permet de voir, d'étudier les pyramides économiques, etc. Mais normalement, dans l'écosystème, les chaînes ne sont pas linéaires comme ça, non dépendantes. Elles dépendent les unes des autres. Donc, elles sont enchevêtrées. Elles constituent des réseaux. Donc ici, j'ai mis un petit réseau. Et on va voir que c'est beaucoup plus compliqué dans la nature. Ici, vous voyez, donc on n'a plus des chaînes linéaires. Il y a des croisements, d'accord. Un animal, il peut être la proie de deux prédateurs, d'accord. Vous avez ici la grenouille, elle est la proie de la vipère, la proie du chat sauvage. Vous avez la chenille, elle est la proie de la grenouille, elle est la proie de la mésange, elle peut être la proie d'autres choses, etc. Donc, les chaînes, elles sont organisées en réseaux trophiques. Donc, les trois types de chaînes existent, mais elles sont entremêlées et on trouve différents types de réseaux dans les milieux. Donc, soit en milieu aquatique, soit en milieu terrestre, soit en forêt. Donc, on a des réseaux trophiques. Vous avez un exemple de réseau trophique qui vous montre la complexité des réseaux. D'accord? Donc ici, c'est un schéma qui est tiré du livre d'Ajos et qui vous montre le réseau trophique du hareng, mais avec toutes les liaisons avec les autres organismes vivants, les liaisons trophiques des organismes entre eux. Et si vous regardez ces organismes qui sont en bas, ce sont des algues. Donc, au bas des chaînes, à la base des chaînes, on a des producteurs primaires, des algues qui ont la capacité de capter l'énergie solaire, de la transformer en énergie chimique et la mettre à la disposition des maillons suivants de la chaîne. Un autre type de réseau, d'accord, trophique en milieu terrestre, d'accord. Donc vous voyez la complexité des réseaux, d'accord. Donc c'est pas aussi simple que de voir des chaînes simple. Mais pour simplifier, pour étudier le transfert de l'énergie, on étudie sur des chaînes linéaires. Mais en réalité, il est plus juste de parler de réseau dans des écosystèmes que de parler de chaînes. Un autre exemple que je vous ai présenté ici pour vous montrer, bon, il est un réseau qui n'est pas très compliqué, c'est uniquement dans ce réseau la position que peut occuper les organismes vivants dans les différentes chaînes dont ils font partie. Donc, un organisme vivant, il peut occuper différentes positions, suivant le niveau trophique ou la suivante de ce qu'il mange, et il a différents niveaux. On prend par exemple les krills, c'est des sortes de crevettes. Donc, j'ai mis un 2 et 4. Pourquoi 2 et 4? Une fois, il a la position 2, d'accord, dans la chaîne, donc il occupe le niveau trophique 2. Une fois, il occupe le niveau trophique 4. Ça dépend de ce qu'il mange. Donc, quand il se nourrit directement du phytoplancton, d'accord, il occupe le niveau 2, parce que le phytoplancton occupe le niveau 1. Donc, le krill, elle a le niveau 2. Mais ici, on voit aussi qu'il occupe le niveau 4, parce que ils ont passé du phytoplancton au zooplancton herbivore, c'est-à-dire qui mange le phytoplancton, au zooplancton carnivore, c'est-à-dire le zooplancton imite les organismes vivants de petite taille qui mangent d'autres organismes vivants de petite taille mais qui sont herbivores. Et donc, le zooplancton carnivore, il occupe le niveau 3. Et ce zooplancton carnivore, il est mangé par le krill. Donc, le krill, ici, il a une autre position dans les réseau trophique. Dans cette chaîne trophique, c'est-à-dire phytoplancton, krill, rorqual, il occupe le niveau 3 et le niveau 2. Mais dans le réseau, il occupe le niveau 4 si on va de la chaîne qui part des phytoplanctons, zooplancton herbivore, zooplancton carnivore, ainsi de suite. Donc ici,
vous pouvez avoir ce schéma dans votre polycopier et vous vous exercez à trouver tous les niveaux trophiques occupés par les organismes de ce réseau. D'accord? On ne va pas s'attarder à faire ça en cours. Donc, vous allez vous amuser en essayant de trouver tous les niveaux trophiques. Et donc, bon, c'est vrai que certains organismes peuvent au niveau des 8, 7, mais c'est rare. J'ai dit que les chaînes trophiques ne sont pas, généralement, ne sont pas des chaînes très longues. D'accord? Donc, mais ici, vous avez des exemples de chaînes à 8 niveaux trophiques. Alors, donc, on peut se demander comment on détermine une chaîne trophique. D'accord? Alors, comment déterminer la chaîne trophique? Pour déterminer une chaîne trophique, on doit d'abord connaître le régime alimentaire des organismes vivants et essayer de voir de quoi se nourrissent ces organismes pour pouvoir déterminer ces chaînes. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le régime alimentaire des organismes vivants? Donc, le régime alimentaire des organismes vivants, comme vous le voyez, c'est tout ce qu'ils peuvent manger. D'accord? Donc, toutes les espèces qui peuvent manger. Et donc, ce qu'ils mangent, ou bien le régime alimentaire, il dépend de quoi? Il dépend de l'anatomie des animaux, de l'espèce. Donc, le régime alimentaire d'une espèce, c'est ce que les animaux de cette espèce peuvent manger. Et le régime alimentaire d'une espèce, il dépend de l'anatomie des animaux formant cette espèce. D'accord? Les animaux de cette espèce. Comme exemple, vous pouvez le savoir, hein, vous savez qu'un carnivore n'a pas la même anatomie qu'un herbivore. Ni au niveau de la bouche, d'accord? Le carnivore, la dentition du carnivore est différente de celle d'un herbivore. Donc l'anatomie, elle joue sur le régime alimentaire. L'appareil digestif n'a pas le même appareil digestif chez un herbivore que chez un carnivore. Si on prend par exemple les oiseaux, on trouve qu'il y a une grande variété de becs chez les oiseaux. Et cette variété chez les oiseaux, elle est liée à leur régime alimentaire. Un oiseau qui se nourrit de graines, il doit décortiquer la graine, il a un bec, il est fait pour ça. Un oiseau qui est limicole, il a un bec, c'est pour ça. Un oiseau qui est, par exemple, comment vous dire, qui se nourrit de nectar de fleurs, il a un bec, par exemple le colibri, il a un bec allongé pour se nourrir de nectar. Donc l'anatomie, le régime alimentaire des animaux de l'espèce dépend de l'anatomie de cette espèce. Autre facteur qui joue sur le régime alimentaire, c'est la période de vie. D'accord? Vous savez que les organismes vivants, ils ont un régime qui peut être différent selon la période de leur vie. Donc, si on prend par exemple l'âge, les nouveaux-nés, ils ont un régime alimentaire différent des adultes. Donc, le régime alimentaire, il dépend de l'âge. Par exemple, on prend l'exemple des animaux, de mammifères. Au début de leur vie, ils se nourrissent de lait. Par la suite, ils sont soit herbivores, soit carnivores, soit insectivores, etc. Donc, le régime il dépend aussi de la période de vie. Ça dépend aussi de la période de reproduction. Donc, ce sont tous des facteurs qui peuvent agir sur le régime alimentaire. Et un autre facteur qui agit sur le régime alimentaire des animaux, c'est la saison. Donc, suivant les saisons, on a différents types de régimes alimentaires. Donc, le régime alimentaire des animaux, il dépend des saisons parce que ce qu'on trouve en été sur le milieu de vie de l'animal est différent de ce que l'animal peut trouver en hiver. D'accord? Donc, en été, il y a beaucoup d'insectes. L'animal, il peut se nourrir d'insectes et autres organismes vivants. En hiver, il n'y a plus d'insectes, donc son régime, il va changer, etc. Donc, le régime alimentaire, il dépend de trois facteurs très importants ou principaux. L'anatomie des animaux, la période de vie et enfin, ce que peut trouver l'organisme dans l'organisme vivant ou bien les animaux dans leur milieu de vie, dans l'écosystème. Et ce qui est dans l'écosystème va dépendre des saisons. Alors, ça, j'ai dit que pour déterminer les chaînes trophiques, on doit d'abord connaître le régime alimentaire des animaux et il existe des méthodes pour
déterminer ce régime alimentaire. Donc, première méthode, c'est une méthode qui paraît simple, c'est la méthode directe, l'observation directe. Une méthode qui paraît très simple théoriquement, mais c'est une méthode qui n'est pas facile à réaliser pour un organisme qui ne se laisse pas approcher facilement, ou bien pour les organismes de petite taille. Donc l'observation directe, c'est vrai qu'actuellement on dispose de matériel très sophistiqué pour pouvoir étudier le comportement des animaux, pour les suivre pendant une durée, pour savoir qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils se comportent, etc. On a des moyens pour le faire. Et ça, c'est surtout pour les animaux qui sont de grande taille. Mais c'est l'observation directe, elle peut rester pas facile pour les organismes de petite taille ou bien pour les organismes qui ne se laissent pas approcher facilement. Donc, par exemple, on peut déterminer le régime alimentaire d'un on peut déterminer le régime alimentaire d'antilope, etc. Mais les organismes de petite taille ou bien les oiseaux, même s'ils sont de grande taille, ils se déplacent beaucoup, donc il faut d'autres moyens pour pouvoir déterminer leur régime alimentaire. C'est vrai qu'on peut observer certains oiseaux, mais on ne peut pas les suivre tous les jours. On peut les observer en train de manger certains organismes et les déterminer, mais on ne peut pas les suivre toute la journée parce qu'ils volent, ils se déplacent beaucoup. Donc, il faut d'autres moyens pour pouvoir déterminer leur régime alimentaire. Autre méthode pour la détermination du régime alimentaire, vous avez l'analyse des restes des proies. Des fois, les animaux, quand ils se nourrissent, ils attrapent des proies, mais ils ne vont pas manger toute la proie. Donc, si on approche, si l'animal il termine de manger, on peut approcher la proie et savoir qu'est-ce qu'il mangeait. Ou bien, on peut analyser pour les animaux qui peuvent, qui laissent des restes de proie, on peut analyser ces restes de proie. Donc, on aura toujours des restes qui nous renseignent sur la proie qui a été dévorée par l'animal. Pour d'autres organismes, on peut analyser le contenu digestif de ces organismes. Par exemple, les oiseaux, comme je vous ai dit qu'il était difficile de les suivre et voir qu'est-ce qu'ils ont mangé, on peut attraper ces oiseaux, d'accord, et on peut bien sûr les sacrifier et étudier le contenu digestif de ces oiseaux, mais à condition que la digestion ne soit pas très poussée. Et il faut des spécialistes qui peuvent analyser ce contenu et dire de quoi il est fait. Que suivant la digestion, on peut déterminer ce qu'il y a dedans. Donc, si la digestion n'est pas très, très avancée, on peut facilement savoir, mais ce sont des spécialistes qui le font, hein, pas n'importe qui. On peut trouver des restes d'os, on peut trouver des restes de peau, etc. Donc, le digestif, on le fait pour les oiseaux, on le fait pour les poissons. Des fois, on a besoin de savoir, de connaître le régime alimentaire d'un requin, c'est en pêchant le requin, en le sacrifiant, on peut étudier le contenu digestif de ce requin. D'accord? Pour d'autres organismes, on peut utiliser l'analyse des excréments. Donc, au niveau des excréments, il y a certaines parties qui ne sont pas digérées et qui sont rejetées avec les excréments et que certains spécialistes ils peuvent déterminer de quoi il s'agit comme animal. D'accord? Donc, ça, c'est aussi une méthode pour déterminer le régime alimentaire. Certains oiseaux, tels que les rapaces, après avoir mangé une proie, ils vont régurgiter la pelote, c'est-à-dire ils vont revenir, ressortir de leur bouche, régurgiter, une pelote, c'est une petite boule. Et dans la poule, la petite boule, il y a les restes ou bien il y a ce qu'il ne mange pas. Par exemple, on peut trouver la roue de l'animal, on peut trouver des plumes, on peut trouver des os, etc. Et donc, l'analyse de ces pelotes de et ça, c'est pour les rapaces, les oiseaux rapaces. Et vous allez voir TD un exemple d'oiseau rapace qui rejette des pelotes. Et l'analyse de ces pelotes, elle nous renseigne sur ce qu'ils ont mangé pendant la journée. Et enfin, l'examen sérologique. Alors, cette technique, c'est une technique très ancienne qui a été utilisée par des chercheurs pour déterminer les prédateurs de certains insectes.
Donc, on utilise cette méthode qui est basée sur, c'est une méthode immunologique, elle est basée sur la réaction antigène-anticorps et elle nous renseigne sur ce que l'animal il a dévoré. Donc, on cherche avec cette méthode les prédateurs de certains insectes, par exemple. Et donc, on prépare, par exemple, un sérum à partir de lapins, d'accord, qui nous renseigne, ce sérum, c'est anti-proie, d'accord. Et si on prend le contenu du prédateur et on va le mettre avec ce sérum, il va nous donner une réaction antigène-anticorps. Et si on a une réaction antigène-anticorps, on va dire que ce prédateur, il a mangé cette proie. Sinon, c'est qu'il n'a pas mangé. D'accord? Donc, c'est une méthode qui est très ancienne et qui a été utilisée par les chercheurs pour déterminer le régime alimentaire de certains insectes, de certains prédateurs d'insectes. Alors, quels sont les types de régimes alimentaires qu'on peut rencontrer? Donc, vous avez certains organismes qui se nourrissent uniquement de végétaux. On dit qu'ils ont un régime végétarien et ou on dit qu'ils sont phytophages. Donc, chez les phytophages, on peut avoir une certaine spécialisation, c'est-à-dire des phytophages qui ne mangent que l'herbe. Donc, on dit qu'ils sont herbivores. Par exemple, vous avez le cas de lapin, vous avez le cas de mouton, escargot, etc. D'autres phytophages qui ne mangent que des graines. Ils ne mangent pas les herbes, ils mangent les graines. On dit qu'ils sont granivores. Vous avez d'autres qui mangent que des fruits. D'accord? C'est le cas du singe. Vous savez que le singe, il mange certaines espèces de singes, ils ne mangent que des fruits. Donc, ils sont frugivores. D'autres, ils se nourrissent que de nectar. Ce sont des nectarivores. Et c'est le cas de l'oiseau, le colibri. À côté de ce régime végétarien, on peut trouver un autre type de régime carnivore, c'est-à-dire d'organismes qui mangent d'autres organismes vivants, d'accord? Des animaux, d'accord? Donc, on les appelle aussi zoophages. Zo veut dire animaux. Alors, les zoophages peuvent aussi avoir un régime spécialisé, c'est-à-dire un zoophage qui ne mange que des insectes, c'est un insectivore. Un autre qui mange que des poissons, c'est un animal piscivore. Ou un autre animal qui mange les charognères, c'est-à-dire les animaux déjà morts, c'est les vautours. Et enfin, d'autres organismes ont un régime omnivore, ils mangent de tout. Donc, ils mangent des animaux, des végétaux, tout. C'est le cliport, le renard, la merle, et c'est le cas aussi de l'être humain. Chez les omnivores, on peut avoir des organismes qui sont aussi spécialisés, c'est le cas de la baleine. Elle mange que le plancton animal et végétal. Mais elle ne mange que le plancton. Elle est microphage, elle ne mange pas des animaux de grande taille. Elle est omnivore, mais elle mange que le plancton. Et on parle de régime ou d'animaux planctonophages. D'accord? Alors, je vais vous montrer ici des exemples de régime alimentaire de la buse et l'exemple de régime alimentaire du renard. Donc, si vous regardez ce tableau, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la buse est un rapace, d'accord? C'est un rapace qui mange des animaux. C'est un carnivore. Et dans son régime alimentaire, on a découvert qu'il y a des petits rongeurs, des insectes, des serpents, des volailles, du gibier, les corvidés, c'est-à-dire les corbeaux, des merles. Il y a des petits oiseaux, on peut trouver même des belettes. Donc, ici, vous avez des proportions. Des proportions. Donc, suivant ces proportions, on peut dire qu'il a des préférences pour les petits rongeurs, parce que son régime alimentaire, il est constitué de 7% de petits rongeurs. Donc, cet animal, il préfère beaucoup plus les petits rongeurs et les insectes, d'accord? Et donc, le reste, ça dépend de s'il les trouve dans le milieu et s'il y a l'opportunité de les chasser de façon facile, il va le faire. Il faut savoir aussi que l'animal, un prédateur, quand il chasse, il va essayer de chasser des animaux plus petits en taille que lui, d'accord? Et il ne va pas courir le risque d'avoir un accident.
d'accord, pour s'alimenter. Là, il faut savoir. Donc, la belette, c'est un petit mammifère de grande taille, donc il ne va pas préférer les belettes aux petits rongeurs. S'il trouve dans le milieu, il y a assez de petits rongeurs pour se rassasier, pour lui ramener la ration dont il a besoin. Deuxième exemple, c'est le régime alimentaire du renard. Donc, si vous observez le régime alimentaire du renard, vous allez voir qu'il a un régime alimentaire qui varie suivant les saisons. En été, il mange des animaux et des fruits. En automne, également des animaux et des fruits, mais en automne, les fruits ils deviennent de plus en plus rares. Au printemps, il mange beaucoup plus des animaux que des fruits. Et en hiver, là où il y a très peu de fruits, il va manger que des animaux. Donc, son régime, il dépend de la saison et il dépend de la disponibilité en aliments dans le milieu. Et il ne faut pas oublier que l'âge de l'animal est aussi un facteur, d'accord, sur lequel est basé le régime alimentaire. Alors, donc, on peut rencontrer des animaux herbivores qui mangent différents types, différentes espèces d'herbes, d'accord? On peut dire qu'ils sont polyphages, d'accord? Polyphages pour les herbes. Ou bien on peut trouver des animaux qui mangent différents types d'autres animaux. On dit qu'ils sont polyphages. Alors, les organismes polyphages, c'est le cas de nombreux mammifères et c'est le cas des insectes herbivores. D'accord? Ils mangent plusieurs espèces. Donc, le fait de manger plusieurs espèces, c'est très bénéfique pour l'espèce parce que s'il y a une espèce qui disparaît ou ou plusieurs espèces qui disparaissent, et il existe toujours des espèces dont il peut s'alimenter. Mais s'il a un régime monophage, si l'espèce dont il se nourrit disparaît, lui aussi, il risque de disparaître. Donc, c'est le cas des animaux qui se nourrissent que d'une seule espèce. Ça, c'est dangereux pour les animaux. Mais dans le cas où l'animal est polyphage, il se nourrit sur différentes espèces, donc il a plus de chances de survivre dans un milieu après, par exemple, une catastrophe écologique. Donc, mais les animaux monophages, dès que l'espèce disparaît, ils peuvent disparaître. Et comme exemple d'animaux monophages, vous avez le koala, qui est un mammifère qui vit sur les feuilles des espèces d'eucalyptus. Et c'est un animal qui vit en Australie. Le ver à poil, lui aussi, il se nourrit uniquement des feuilles de mûrier. D'autres organismes sont oligophages, c'est le cas de certains insectes. Ils mangent peu d'organismes vivants. Donc, son régime n'est pas très varié. Donc, oligo dire peu. Bon. Alors, on va passer. Il nous reste 5 minutes. Alors, je crois que on va s'arrêter là, d'accord, pour commencer cette partie de notion de productivité et de biomasse la semaine prochaine et le temps que je règle ce problème de projection. C'est pas la semaine prochaine, pardon. Demain après-midi, Inch'Allah, on a une séance. Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Oui, madame. Il me semble. Oui, madame. Merci beaucoup, madame. Oui, madame. Alors, demain, Inch'Allah, je vais programmer une autre séance. D'accord? Et je vais essayer de régler ce problème de projection.